Bienvenue sur les Talk Talk Insight, le rendez-vous qui donne la voix à nos clients, nos partenaires et nos experts. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Stéphane Fitoussi, directeur des services Insight France, et Mounir Abden, DGA en charge de l'IT et du digital au sein du groupe Soulo. Ils échangent sur le thème de la business résilience. Bonjour, je suis Stéphane Fitoussi, directeur des services Insight France, Insight intégrateur de solutions et de services mondiales. Donc bonjour, Mounir Abden, je suis le DGA en charge de l'IT et du digital au sein du groupe Sulo, qui est un groupe, un acteur mondial dans le monde des déchets et de la gestion des déchets. Voilà. On entend beaucoup parler de la nouvelle normalité. De votre point de vue, à quoi ressemble-t-elle ? Et autour de vous, que disent les entreprises que vous côtoyez ? Alors, depuis la crise justement du Covid qu'on a tous connue, le télétravail aujourd'hui et cette nouvelle normalité, on s'en aperçoit, n'est plus une option. En fait, on le vit, nous, au sein du groupe Sulo à l'échelle mondiale. Nous avons été attentifs dès le mois de février de cette année au bien-être, bien évidemment, de nos collaborateurs. Et évidemment, dans une crise qui est inédite à ce niveau-là, avec cet inconnu, nous avons été aussi bien évidemment attentifs à avoir le moins de pertes de productivité et d'assurer une continuité de service. Les annonces à l'époque du gouvernement ont pris bien évidemment la plupart des sociétés de cours et nous avons dû forcément faire face à des difficultés d'organisation, des difficultés logistiques dont on se rend compte qu'on en sort quand même malgré tout grandi. Voilà. Vous parliez d'organisation. Cette nouvelle normalité que vous avez soulignée, notamment via le télétravail, avez-vous des retours d'expérience clés à nous transmettre ? Quel est le vécu ? Alors, au sein du groupe Sulo, nous, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a été très attentifs en fait à l'aspect terrain. C'est-à-dire que on a écouté nos collaborateurs, on a écouté les managers, et on s'est très rapidement adapté et on a été obligé d'être dans une anticipation par rapport à l'organisation et par rapport à certains aspects logistiques sur lesquels, encore une fois, on a dû agir très vite, pas dans la précipitation, mais essayer d'avoir la tête froide et encore une fois d'être très pragmatique par rapport à ce qui nous arrivait. Et on était conscient, encore une fois, que c'était à l'échelle mondiale et que ça allait de toute façon nous prendre de court. Donc on a essayé encore une fois d'écouter le terrain, d'écouter les équipes et de s'organiser en fonction. Très bien. Et la situation actuelle a-t-elle généré de la flexibilité au sein de votre organisation ? Et si oui, comment ? Et du coup, avez-vous prévu des changements pour la favoriser ? Oui, assurément. En fait, on a dû s'organiser, on a dû nous reposer des questions sur les principaux enjeux par rapport à cette année, d'essayer le moindre possible dans la mesure de se désorganiser, d'être en anticipation, d'assurer encore une fois la continuité de service. Et surtout pour nous, et moi qui viens d'arriver dans le groupe au moment où le Covid nous frappe tous, c'était d'assurer une continuité de service et de livrables des projets, puisqu'en IT et dans le digital, on ne peut pas se permettre de perdre du temps. Et donc on a été très attentif à ça, à assurer un quotidien, assurer encore une fois le confort et le bien-être des collaborateurs, mais s'assurer aussi qu'on puisse livrer dans des délais raisonnables nos projets. Et donc, effectivement, avoir une grande flexibilité dans ce cadre-là nous a permis de faire face aux principaux enjeux et aux difficultés du moment. La période est assez longue, donc comment vous avez gardé la motivation de vos équipes, leur productivité ? Est-ce que vous avez fait évoluer votre organisation au travers de réunions régulières dans des salles virtuelles, telles que Teams ou Zoom, d'incentives, de concours, enfin d'autres points qui permettraient de garder l'engagement de vos équipes et leur productivité ?
Alors, ce qui a été important dès le départ, c'est le levier essentiel, et je pense que c'est aussi, et j'en suis sûr, une des valeurs de Sullo, c'est d'assurer en fait une écoute des collaborateurs à un instant où on est pour tout le monde dans l'inconnu. On a des collaborateurs qui ont une forte implication dans les projets, dans la vie de l'entreprise, et par rapport à ça, on a été encore une fois dans l'écoute et on a été assez pragmatique dans les actions qu'on partageait avec nos collaborateurs. On a énormément communiqué, on a mis en place des comités, on s'est encore une fois organisé quelques jours, quelques semaines avant les principales annonces du gouvernement. Et donc le levier principal, ça a été l'écoute, de rappeler la bienveillance et les valeurs qu'on pouvait, les principales valeurs qu'on pouvait avoir. Donc ce ne sont pas des choses qui étaient anodines à notre niveau. Elles sont partagées. Et encore une fois, on était dans l'anticipation. Ce qu'on a pu essayer de faire au mieux, c'était d'anticiper en fait les leviers sur lesquels on avait un minimum de visibilité dans un contexte, encore une fois, qui était très inédit et compliqué, encore une fois, à bien appréhender. Voilà, tout simplement. Je rebondis sur le dernier terme, sur les défis. Période de résilience, on fait face à des défis. Quelle expérience vous donne cette période complexe? Quels sont, à votre avis, les défis que doivent relever les organisations? Alors, à notre niveau, les principaux, puisqu'on est dans un monde justement de mondialisation et puis d'accélération des événements, on va dire, et des changements, à notre niveau, en tout cas côté digital et IT, c'est surtout en fait le défi de la sécurité. Sécurité des échanges, sécurité des intrusions, des accès. On avait déjà anticipé avec un audit, puisqu'on est Sullo, malgré tout, même s'il y a un historique, une nouvelle société qui doit se reposer des questions. Et Sullo s'est posé des questions autour de sa sécurité. C'est pas quelque chose de singulier dans nos sociétés actuelles. La sécurité, ça a été le principal sujet. Le deuxième, c'est de faire confiance aux managers aussi. On a pu faire confiance aux managers et ça a été très important. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte de télétravail. Et le télétravail n'est pas, encore une fois, diffusé et déployé à une grande échelle culturellement dans notre pays. Et on a pu se comparer, bien évidemment, puisque Sullo est un groupe à l'échelle mondiale. On a pu se comparer par rapport aux autres régions du monde dans lesquelles il y avait déjà une certaine culture du télétravail. Donc ça, c'est les principaux enjeux. C'est autour de la confiance, encore une fois, la sécurité informatique. Et puis, le troisième, c'est aussi faire confiance aux managers dans leur sens de l'organisation. Et ça a été très important puisque l'organisation, quand vous êtes en télétravail, c'est aussi essayer de faire en sorte de concilier en fait la vie de famille, les enjeux du travail, comment on travaille à distance, comment on relève ces défis-là parce qu'on a des projets, on a des livrables. Surtout à notre niveau, on ne pouvait pas se permettre en fait de perdre du temps, encore une fois. Et on a été très, très attentif à ces différents leviers-là autour de la confiance, de la sécurité informatique et du fait de mieux s'organiser tous ensemble pour assurer la continuité de l'activité au sein de Sullo. Vous êtes un groupe mondial, vous parliez des organisations. Est-ce que vous avez tiré profit de la culture de chaque pays? Est-ce que vous avez ce travail d'organisation s'est fait au niveau mondial ou chaque pays de son côté? Est-ce que vous pouvez partager et faire un retour d'expérience là-dessus, s'il vous plaît? Non, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, on s'est aperçu, et c'est aussi pour cela que moi j'apprécie ce type de société à une échelle mondiale, c'est que vous avez, en fonction des régions du monde et en fonction des entités, des cultures différentes. Et on s'est aperçu que l'approche, notamment du télétravail, l'approche par rapport à des vidéoconférences ou du webconférence, a été totalement différente quand on regarde le contexte français ou le contexte qu'on retrouve en Allemagne notamment ou dans les pays du Nord chez nous. Et on s'est aperçu effectivement
qu'il y avait une différence sensible de culture, d'approche aussi des jours de télétravail, de confiance des managers envers leurs équipes. Donc le comité Covid qu'on a mis en place, il était transverse et il a permis encore une fois d'échanger, de faire en sorte que d'un pays à l'autre, on puisse rassurer parce que on avait déjà ces bonnes pratiques-là de télétravail. Et finalement, ça a rassuré aussi dans un contexte français de dire on peut travailler à distance et sans perte de productivité, sans perte de confiance auprès des collaborateurs. Et ça a été un changement qui a évidemment permis, qui a été permis par le Covid, mais qui a été révélateur à notre niveau pour pouvoir se dire, voilà, les approches culturelles différentes au sein d'un même groupe peuvent permettre en fait d'être vertueuses entre les différentes entités. Et donc c'est bien ce qu'on a connu et ce sur quoi on s'est vraiment basé pour pouvoir se rassurer encore une fois, parce que l'important c'est de rassurer les collaborateurs et de se dire que on peut travailler à distance aujourd'hui. La nouvelle normalité est là au sein du groupe Sullo et on le perçoit de jour en jour. Fort de cette expérience, de ces mois passés et qui continuent, comment définiriez-vous la résilience des entreprises? Est-ce que, fort de cette expérience, votre stratégie, la stratégie de Sullo, a changé? À quoi ressemble l'avenir d'une certaine manière? Et quels sont vos principaux domaines d'intérêt? Est-ce qu'ils ont évolué, changé? La résilience n'est pas comme ça une attitude qu'on peut programmer. Hein, on essaye justement dans nos sociétés de s'adapter. Ce qui a été remarquable à notre niveau, c'est de profiter de cette période-là de crise pour se dire que finalement, on avait des salariés qui réagissaient différemment par rapport à un contexte qui était encore une fois inconnu, qui était déroutant pour tout le monde. Donc ce contexte a eu un effet de loupe par rapport à la capacité des équipes, des collaborateurs, finalement de se révéler dans un contexte très compliqué. Donc ça a été pour nous aussi des leviers, des opportunités pour accélérer certains projets, pour faire en sorte de révéler des futurs talents. On parlait tout à l'heure du terrain, de comment on allait finalement aller chercher l'information et comment on allait diffuser cette information du terrain. On l'a aussi récupéré du terrain. Et donc on a été très attentif, encore une fois, à ce que les collaborateurs puissent nous dire, voilà, nous dans ce contexte-là, voilà comment on a agi à notre niveau, dans les usines, dans les points services, même au siège. Comment les collaborateurs ont été, encore une fois, dans la réaction par rapport à une situation inédite, compliquée. Leur faire confiance, ça a été évidemment un levier pour pouvoir faire en sorte que certains, et ça a été le cas, se révèlent par rapport à leur capacité de résilience. Et on en a aujourd'hui tous les bénéfices. Comment pensez-vous que les entreprises devraient s'y prendre pour renforcer leur résilience, si tant est qu'il faille la renforcer? Et quelles orientations votre organisation prend-elle en matière de technologie ou d'évolution de choix technologiques? Le levier, en tout cas au sein du groupe Sullo, le levier principal, encore une fois, ça a été de récupérer, je le redis assez régulièrement, de récupérer les informations du terrain et de faire confiance aux personnes qui étaient au plus proche parfois du client, au plus proche de la production, au plus proche des attentes qu'on pouvait avoir à leur égard. Donc, ce qui a été très intéressant, c'est d'analyser, de prendre du recul par rapport à tout ça. Et pour nous, cette situation de crise a permis de sortir quelque part par le haut, de faire confiance et de permettre aussi que certains, encore une fois, aient une capacité de performer ou de surperformer. Donc ça a été une phase de crise, mais sur laquelle on s'est finalement reposé pour identifier les personnes ou les organisations et parfois le management qui nous a permis en fait de voir les choses finalement d'un point de vue très positif et très structurant pour le groupe. On entend dire que l'optimisation des coûts et l'agilité sont deux des thématiques clés des entreprises.
pour renforcer leur résilience, ou en tout cas s'affirmer sur leur marché pour les mois et les années à venir. Comment voyez-vous ces axes se développer au sein des organisations au cours des prochains mois, au sein de Sullo, je pense notamment? Quelle a été votre approche et qu'est-ce que cela vous a permis de mettre en place? Je pense à la fidélisation des équipes, à la rentabilité des activités, au gain de productivité. Alors, depuis effectivement, comme vous le dites, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, les sociétés, sur le plan digital et IT et informatique, se posent les questions autour du fait effectivement d'utiliser des outils plus agiles, plus rapides à mettre en place. Et nous, ça a été effectivement, et c'est une des raisons pour lesquelles aussi je suis arrivé au sein du groupe Sullo, c'est d'optimiser évidemment les coûts, mais de le faire dans l'agilité. Donc ça a été pour nous cet effet de nouvelle normalité dans le monde dans lequel on est aujourd'hui a eu un effet accélérateur par rapport à ces éléments-là. C'est-à-dire on s'est rassuré sur le fait qu'il fallait effectivement gagner en agilité pour gagner du temps aussi, parce que l'agilité c'est avant tout du temps de mise en place. Ce temps-là, on en profite pour essayer rapidement de corriger ce qui a été pas forcément une réussite. Et puis, on le fait aussi dans l'optimisation des coûts. C'est-à-dire que ce couple optimisation de coûts et méthode agile, en fait, fonctionne très bien. Et je reviens aussi au point dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que dès lors que vous donnez à certains collaborateurs l'opportunité de lancer des projets avec des coûts réduits et dans une méthodologie agile, vous bénéficiez très rapidement en fait d'un effet qui est win-win, je dirais, entre guillemets, pour nos structures et par rapport encore une fois à un contexte dans lequel on ne peut pas aujourd'hui, dans la nouvelle normalité, c'est aussi synonyme de mise en place rapide, presque de temps réel par rapport à un contexte de marché qui est très tendu et concurrentiel. Donc cette période de résilience est aussi une période intéressante et fructueuse pour l'innovation. Et cela peut ainsi nous mettre au défi de trouver de nouvelles approches et d'adapter de nouvelles façons de penser et de travailler. Qu'en est-il de votre organisation, de Sullo? Quelle est votre approche pour adopter l'innovation et cette nouvelle normalité, entre guillemets, pour constituer un tremplin pour l'avenir? Alors, il faut se remettre dans le contexte de Sullo, de la société Sullo, au moment où on est dans cette phase de presque de pré-nouvelle normalité. Quelques semaines avant, Sullo coupe le cordon ombilical avec Plasticomium. Malgré tout, a une histoire presque faite de décennies. C'est à partir de ce moment-là, en fait, donc dans une phase d'autonomie qui débute, qu'on se pose des questions légitimes par rapport à l'identité, par rapport à la nouvelle organisation, par rapport aux futurs enjeux qu'on a au sein de la société. Cette phase de Covid n'a eu qu'un effet accélérateur par rapport à déjà des enjeux et une feuille de route qu'on s'était donnée. Il fallait trouver encore une fois une identité à Sullo, une nouvelle identité. Elle est en train de se construire aussi aujourd'hui. Et le Covid, encore une fois, dans ce contexte-là, n'a eu qu'un effet accélérateur et rassurant par rapport encore une fois à la feuille de route qu'on s'était fixée dès la mise en place de cette autonomie et par rapport à Plasticomium Environnement. Alors merci, parce que c'est une bonne introduction pour ma question suivante. Comment conciliez-vous la nécessité d'optimiser, d'innover en cette période, tout en ayant un contrôle sur la gestion des coûts, voire de réduction des coûts, pour toujours accroître votre avantage concurrentiel et l'efficacité opérationnelle, j'imagine, de votre entreprise? Alors,
Le Covid, encore une fois, nous a obligés à nous challenger nous-mêmes par rapport à tous ces éléments-là et d'identifier, comme je vous le disais tout à l'heure, les compétences et une organisation cible qu'on s'était donnée. On ne souhaite pas aujourd'hui forcément aller chercher à l'extérieur ces compétences et cette capacité d'innover. On est sûr que, encore une fois, avec l'écoute et avec la confiance qu'on a dans les collaborateurs internes, qui ont soit un historique hérité de Plasticomium, soit des personnes qu'on a embauchées récemment avec des caractères, des personnalités. Aujourd'hui, on pense que ce cocktail-là nous permettra, et on en est sûr, puisqu'on est en train d'accélérer encore une fois les projets et la mise en place de cette feuille de route, avec les différents schémas directeurs, notamment au niveau IT et digital. On fait confiance, encore une fois, à nos collaborateurs, aux historiques et aux nouveaux, pour pouvoir se dire, OK, cette phase de crise, elle est passée, il faut qu'on en tire les principales leçons, il faut qu'on investisse dans l'avenir sur la base, encore une fois, des collaborateurs, et on a le sentiment que cette phase qui nous a permis d'être encore un peu plus à l'écoute des uns et des autres a pu faire en sorte que la confiance, elle a été aussi, on l'espère, aussi du côté des collaborateurs pour être encore un peu plus investis dans leur quotidien et dans les opportunités qu'on pouvait ou qu'on peut aujourd'hui leur offrir. Et alors, dans cette période de télétravail qui s'est généralisée, petit focus sur les équipes de support IT. Comment ont-elles géré cette augmentation de charge de travail ? Alors là, c'est un point qui, moi, m'intéresse le plus au plus haut point. Justement, on a été, je trouve, assez, je dirais, les équipes dont j'ai hérité ont été remarquables dans cette période-là. L'IT et le support informatique est souvent décrié et souvent défié en termes de réactivité et d'empathie par rapport aux utilisateurs. Et là, on a été assez remarquablement étonné, et moi le premier, parce que on a pu d'abord être encore une fois en tant que support informatique à l'écoute des difficultés, des points de peine qu'avaient nos collaborateurs. On a une trentaine de sites à distance. On a aussi des utilisateurs qui sont un peu éparpillés dans le monde. Donc on devait faire encore plus preuve d'écoute et d'empathie par rapport à cette situation qui était encore une fois inédite. La clé de la réussite, ça a été d'abord l'anticipation, comme je vous le disais tout à l'heure, une capacité d'écoute, une capacité à se mettre aussi à la place des difficultés des collaborateurs qui en plus travaillent dans un contexte différent puisqu'ils sont le plus souvent à distance. Ils sont chez eux, avec un matériel qu'ils connaissent bien au bureau, mais avec des connexions qu'il faut adapter à distance. Et donc, la capacité, encore une fois, du support, qui est centralisée chez nous, et la mise en place des nouvelles technologies en termes d'accès distant, le VPN, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais ça nous a permis, encore une fois, de révéler le fait qu'on a été au sein du support informatique, flexible, à l'écoute, et on a su s'adapter en quelques jours aux contraintes pour assurer encore une fois une continuité de service et rassurer nos collaborateurs sur le fait qu'ils peuvent travailler et ils peuvent être, j'allais dire, à la maison comme au travail et comme au bureau. Et alors ce nouveau contexte, vous a-t-il invité à accorder plus d'importance à la sécurité ? Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il fallait renforcer les accès, la sécurité à l'environnement de travail ? Et de façon générale, est-ce que vous avez constaté une demande accrue des accès à distance aux systèmes clés ? Oui, assurément. Et je vous le disais tout à l'heure, la sécurité, c'est le principal levier quand vous réfléchissez effectivement au télétravail, mais je dirais même au quotidien, même si on est dans un cadre plus classique. L'ancienne normalité s'occupait de la sécurité. La nouvelle normalité n'a fait qu'accroître en fait cette attention par rapport à la sécurité, notamment informatique.
Mais il faut savoir aussi, au sein de Sulo, la sécurité, c'est aussi la sécurité des hommes et des femmes. Et donc des collaborateurs, c'est l'essentiel pour nous, hein. On ne commence pas une réunion ou un comité de direction sans se soucier de la sécurité et du confort des collaborateurs en termes d'accidentologie et autres. Et donc ce levier qui est encore une fois plein de bienveillance, on l'a aussi transposé quelque part sur la sécurité informatique, sécurité digitale, sur lequel on a évidemment accéléré là aussi certains projets liés à l'infrastructure, liés aux accès réseau, liés au mail, puisqu'on est souvent aujourd'hui, quand vous êtes à distance en télétravail, êtes-vous sûr que c'est bien votre patron qui vous écrit? Il y a de la fraude, il y a beaucoup de mails avec de l'usurpation d'identité. Et donc on a mis en place, en fait, on a accéléré, même si on l'avait un peu dans la feuille de route. L'audit nous a permis aussi de nous conforter par rapport à ça. On a mis en place des projets pour parer dans la mesure du possible, hein. On n'est jamais 100% en sécurité, entre guillemets, mais on s'est mis, j'allais dire, aux bonnes pratiques en termes de gestion des accès, des mails, des intrusions. Donc aujourd'hui, on peut dire que on est dans une continuité de la feuille de route qu'on s'était donnée pour aller jusqu'au bout des principaux leviers sécuritaires informatiques. Alors, vous avez anticipé ma prochaine question, mais je vous la pose quand même. Comment avez-vous protégé vos systèmes de données? Est-ce que les politiques de sécurité sont suffisamment robustes, ou en tout cas, est-ce que vous avez mis en place des adaptations pour continuer à travailler en mode agile? Alors, par rapport à la sécurité informatique, mais c'est le cas de toutes les sociétés, on s'adapte continuellement en fait aux nouvelles attaques. Les attaques sont là, elles sont présentes très régulièrement et on est très attentif à anticiper, à se mettre aux normes, à réfléchir à la façon dont on a j'allais dire des fragilités informatiques, à être conscient, encore une fois, que parfois les attaques peuvent venir voilà, de façon assez simple. On n'a pas besoin de mettre des systèmes très sophistiqués, la gestion des accès, des mots de passe, des choses assez simples, surtout quand vous êtes dans un contexte de télétravail. Il faut savoir piloter, encore une fois, ces leviers de sécurité, avoir les bons indicateurs, se mettre au niveau et avoir conscience, encore une fois, qu'on est fragile malgré tout dans nos sociétés, mais qu'on fait au mieux pour se dire que le principal enjeu informatique et digital, c'est la production informatique, c'est la continuité de service, mais ça passe par une meilleure protection et une meilleure sécurité de notre infrastructure informatique notamment. Le contexte vous a contraint à passer rapidement à des solutions de télétravail, de travail à distance. Est-ce que ça a eu un impact sur vos dépenses et sur la gestion des priorités de vos dépenses, de votre budget? Alors, dans le contexte de Sulo, on a eu beaucoup de chance, puisque les investissements autour, et je vous le disais tout à l'heure, on a coupé le cordon ombilical et on a dû investir dès le départ sur l'infrastructure, sur une nouvelle infrastructure qui était liée à l'identité et à l'autonomie que souhaitait le groupe Sulo. Donc on avait déjà, entre guillemets, dans les cartons, investi dans les licences, dans les accès, dans les postes de travail. Et on a dû surtout faire face, si vous voulez, encore une fois, à une accélération de cette mise en place, de l'activation des licences, du passage d'un vieux système à un nouveau système. Donc on avait déjà cette feuille de route. Le Covid nous a fait, encore une fois, qu'accélérer des sujets qu'on allait traiter sur toute l'année 2020, l'année de poste, encore une fois, d'autonomie, de première année avec une autonomie du groupe Sulo. On l'a fait presque en 3 mois, des projets qu'on devait faire en 1 an. Donc on a accéléré ces différents défis et ces différents projets. Alors, fort de cette évolution du mode de travail, donc il y a le volet IT, mise à disposition des outils, mais il y a un élément qui est prépondérant, qui est
même indispensable, quel que soit le choix de l'outil, c'est l'accompagnement des équipes dans l'utilisation de ces nouveaux outils, l'accompagnement au changement. Comment vous l'avez géré? Ce qui est très intéressant par rapport au contexte, mais je dirais hors Sulo, c'est que on est parti sur des systèmes et de la mise en place d'outils digitaux qui étaient très standards. C'est-à-dire que ce dont on n'avait pas conscience et qu'on s'est aussi révélé, c'est que le collaborateur est déjà un collaborateur connecté. Sur le plan personnel, sur le plan privé, il y avait déjà cette capacité, tout le monde connaît les outils de conférence, on utilise tous à titre privé les logiciels, les principaux logiciels des GAFA, les WhatsApp, les réseaux sociaux et autres. Et donc, l'idée, et c'est le principal levier sur lequel on a travaillé, sur lequel on travaille, c'est la standardisation. C'est-à-dire ne pas sortir d'outils trop spécifiques et de rentrer dans du standard. Et ce qui a été remarquable, encore une fois, c'est que nos collaborateurs, même à distance, en utilisant les outils Microsoft, en utilisant Teams, ils sont rentrés dans un standard qui était si simple à apprendre qu'on était presque dans un côté très intuitif. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on s'aperçoit que cette feuille de route vers la standardisation, vers des usages très génériques d'outils, a bien pris dans le contexte Sulo, mais il a bien pris aussi dans d'autres sociétés. Et on s'aperçoit que travailler sur Teams, par exemple, en collaboratif, en présentiel, en webconf, en vidéoconf, bah c'est accepté et c'est bien intégré. Ce changement-là, il était déjà dans les têtes, il s'est juste révélé au moment du Covid. Avez-vous confiance en votre capacité à savoir ce qui est déployé et consommé dans votre système IT, système d'information? La complexité a-t-elle augmenté ou diminué dans la façon dont vous gérez votre bien IT, votre asset IT? Encore une fois, par rapport au contexte Sulo, on est dans une phase de déploiement des différents changements qui ont été accélérés par le Covid. Des changements d'infrastructure, des changements liés à la mise en place des logiciels, des déploiements des systèmes à tous les niveaux, y compris sur la partie mobile. Donc on est dans un pilotage qui tend vers le 100%, on n'y est pas encore. Je dirais, c'est pas qu'on apprend en marchant, mais on est sur une feuille de route qui est pour nous très claire. C'est-à-dire que tous les systèmes doivent être pilotés, doivent être contrôlés. Et comme on met en place des systèmes qui sont encore une fois innovants, qui sont disruptifs par rapport au marché, on rentre dans la standardisation, on rentre dans des effets de plateforme, notamment sur la partie bureautique. Donc tous ces éléments-là, on les a bien en tête et on est en cours, encore une fois, de contrôle à 100% de ce qui va être mis en place et de ce qui va être consommé par les utilisateurs. De nombreux clients avec lesquels nous nous sommes engagés doivent composer avec un nombre important et croissant de fournisseurs IT, ce qui pour certains est un fardeau. Comment gérez-vous cette situation et quel est votre objectif à l'avenir? Est-il de réduire les coûts ou de réaffecter les budgets pour financer davantage d'innovation? Ce qui est sûr par rapport à la gestion des fournisseurs, notamment au niveau du digital et de l'IT, c'est qu'on est rentré, encore une fois, dans l'ère du microservice. Et je vous le disais tout à l'heure, la relation avec les fournisseurs qui sont de plus en plus nombreux, par essence, elle est presque vécue de façon assez normale pour nous parce que un fournisseur est égal à un service. On n'est plus sur des systèmes, j'allais dire, imbriqués et ainsi de suite. Donc, ce qu'on remarque de plus en plus, et ça c'est une tendance assez générale, c'est que les services internes eux-mêmes, et c'est un peu à l'image de ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'homme connecté, c'est que les utilisateurs internes souhaitent eux-mêmes leur propre service, leur propre outil. La mise en place des systèmes est de plus en plus simple. On parle de SaaS, de microservices. Dès lors qu'il y a un besoin identifié,
ce qu'on remarque, c'est que chaque service, les RH, le marketing et autres, s'engage auprès de fournisseurs. Évidemment, le support informatique et l'IT est en contrôle de tout ça, on est en accompagnement, mais on s'aperçoit encore une fois qu'il y a une forte tendance à ce que la multiplicité des fournisseurs vienne du fait qu'on rentre dans cette ère de microservices et parfois d'autonomie des entités internes, encore une fois les RH, la comptabilité sur des outils de notes de frais, le marketing pour faire des campagnes d'emailing et autres. Et donc on est là pour les accompagner, on est là pour essayer d'avoir un maximum de synergie. Et c'est le cas à l'échelle aussi mondiale. Vous avez des entités aussi en Allemagne, en Belgique qui utilisent aussi des outils locaux. Et ben, l'enjeu aujourd'hui du DSI et du patron du digital que je suis, c'est d'accompagner tout ça, de faire en sorte qu'il n'y ait pas des dépenses qui explosent en quelque sorte, mais d'avoir une synergie d'usage et d'accompagner ce changement-là dans la relation avec les fournisseurs. Vous assumez d'enrichir le catalogue de fournisseurs et de services pour être au plus proche du besoin de vos utilisateurs. Absolument, parce que c'est la tendance actuelle en fait. C'est la tendance actuelle et il faut faire avec les nouveaux usages. Quand on parle de normalité ou de nouvelle normalité, c'est un nouveau rapport du collaborateur au travail par rapport à son espace, par rapport au fait qu'il travaille un peu partout en temps réel et qu'il puisse accéder à beaucoup de choses. Les nouveaux usages aussi au niveau du digital, par rapport à des prestataires et par rapport à des fournisseurs, c'est aussi de donner et d'accompagner, de faire en sorte qu'il y ait un maximum aussi d'autonomie et de répondre par la mise en place d'outils souvent innovants et digitaux dans le contexte d'une société qui se veut une société du XXIe siècle aujourd'hui. Donc on doit accompagner ces usages-là et on doit évidemment aussi les contrôler pour avoir un minimum de dépenses inutiles et de perte de temps. Alors, notamment, le fait de travailler avec Insight, aujourd'hui, nous permet de couvrir ce spectre, je dirais. C'est-à-dire d'avoir une capacité d'agilité par rapport à des propositions de services, des propositions de solutions innovantes. Et c'est pour ça qu'encore une fois, Insight, en tant que partenaire, a su prendre ce tournant-là, sur lequel nous, aujourd'hui, on est convaincus que ce sera les nouveaux usages et l'avenir de la relation, notamment en termes de mise en place de solutions innovantes pour les collaborateurs et pour nos clients. Mounir, merci beaucoup pour cet entretien. Merci pour toutes ces questions. Merci à vous Stéphane et à très bientôt.